Alors, nous allons passer à notre deuxième trajet de transition en santé mentale avec le docteur Duroy et son équipe. Le docteur Duroy est chef de service à l'unité pour jeunes adultes à Fonroy-Epsilon. J'ai eu la chance d'ailleurs de collaborer avec lui cet été. Ça a été une collaboration très précieuse. Je vous passe la parole. Merci. C'est ici alors pour. Oui, ça va. Merci beaucoup, Dr Nicolis. Je tiens aussi à remercier le témoignage précédent, parce que je pense que c'est vraiment très, très utile et on est très, très sensible aussi chez nous à la problématique des parents, des familles, de l'entourage qui accompagne. On y reviendra dans un moment. Alors, ici, la présentation sera en 2 temps. Je vais rapidement vous présenter un peu notre expérience dans cette unité jeune adulte à Fonroy depuis 6 ans maintenant, 6 ans et demi. Et ensuite, Aude nous présentera quelques exemples de trajets. Alors, c'est un service spécifique pour les jeunes adultes. Il faut déjà savoir que c'est un service de psychiatrie adulte. Donc, notre objectif est d'accueillir la tranche d'âge entre 18 et 30 ans, quelle que soit la pathologie. Et pour vous dire, actuellement dans le service, je regardais hier, on a sur les 35 lits, je pense, 23 patients de moins de 25 ans, dont 12 au maximum 20 ans. Donc ça montre bien quand même que c'est une tranche d'âge tout à fait spécifique qui correspond à ce qui a été exposé. Notre tropisme, c'est plutôt l'idée de pouvoir accueillir les premiers épisodes psychiatriques. On l'a dit ce matin, c'est vraiment la tranche d'âge entre 16 et 25 où il y a souvent les premières décompensations. Comme c'est souvent des premières hospitalisations, on a vraiment à cœur de déstigmatiser ce premier contact avec la psychiatrie. Et je pense que c'est vraiment très, très important, aussi bien pour les patients que pour l'entourage, parce que je pense que nous, on est tous les jours dedans, ça ne nous traumatise plus, mais je pense que pour quelqu'un qui arrive la première fois, c'est quand même toujours en soi un traumatisme, d'une certaine manière, d'arriver en psychiatrie. Par rapport à la question diagnostique, on pourra en reparler, mais notre éthique de travail est plutôt de suspendre la question du diagnostic à ce moment-là, même s'il y a une très très forte demande à la fois des jeunes et de l'entourage de dire mais quel est le diagnostic, et on va pouvoir petit à petit essayer de reconnaître en tout cas le trouble et essayer de le formuler, mais d'une manière dynamique en incluant un projet de traitement. Et le traitement, très très souvent, je n'ai pas les chiffres ici, mais je peux vous dire que c'est plutôt une répétition dans les séjours, à partir d'un moment où, comme expliquait monsieur au départ, c'est la famille, l'entourage, la police, les urgences qui finissent par amener le patient, mais avec la répétition des séjours, petit à petit, le patient peut devenir lui-même demandeur de soins. Dans ce cas-là, on organise d'ailleurs assez régulièrement ce qu'on appelle les hospitalisations séquentielles, c'est-à-dire qu'à la sortie, on va déjà prévoir en fait un retour pour prévenir et essayer d'éviter de devoir réagir à nouveau en urgence dans des compensations aiguës. Et j'ai mis ici, je vais en toucher un petit mot aussi, le groupe parent, c'est à la fois un manque pour nous et un impératif. On a eu une expérience avec Aude d'animation d'un groupe parent. C'est quelque chose qui est assez vite venu, qui s'est imposé à nous de proposer un groupe spécifiquement pour les parents qu'on rencontrait. Donc même si les jeunes qu'on reçoit sont majeurs, mais on s'est rendu compte de l'importance des parents. Et donc, j'en dirai un petit mot un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui est très important. Juste pour répondre aussi à ce que disait monsieur, on a rencontré une expérience à Paris qui est assez intéressante. Ils font ce qu'ils appellent des consultations famille sans patient. Et donc, c'est des pédopsies ou psy-adultes qui reçoivent les familles, justement, sans que le patient ne fasse la démarche, pour essayer justement d'aborder la problématique et d'essayer de trouver des solutions. Je trouvais ça une idée aussi intéressante, peut-être à développer chez nous. Alors, accueillir la transition, ce qu'on fait aussi exceptionnellement, c'est qu'on peut aussi accueillir des patients qui vont avoir 17 ans. Donc, quand on a accueilli, qu'est-ce que je dis, 18 ans, donc qui ont parfois 17 ans et qui, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, vont avoir 18 ans. Ça nous arrive aussi de les accueillir. Mais
c'est à la fois, comme je vous ai dit, accueillir des premiers épisodes psychiatriques, mais aussi d'accueillir, ça on le verra plus tard par rapport au trajet que Aude présentera tout à l'heure, des ados qui vieillissent, entre guillemets, mais qui continuent à avoir besoin de soins et chez qui les services de pédopsychiatrie doivent passer la main. C'est l'objet évidemment de cette journée. Un premier constat qu'on peut faire de ce qu'un service jeune adulte, quand on accueille des ados après une prise en charge pédopsie, c'est cette confrontation à plus d'autonomie et à des jeunes adultes un peu plus âgés. Il y a une forme j'ai marqué maturation boostée, mais c'est une forme de... En une fois, le patient se retrouve plus autonome, moins encadré aussi, parce qu'on n'a pas le même encadrement qu'un service pédopsychiatrie. Il faut se rendre compte que c'est quand même beaucoup moins. Et donc, les patients sont un peu plus livrés à eux-mêmes, forcément, mais d'un certain côté, parfois, ça peut augmenter la maturité. Et on voit parfois comme ça, en quelques semaines, 1 ou 2 mois, des jeunes ados qui se projettent plus du côté jeunes adultes. Et c'est pour ça qu'on a évidemment on l'illustrera tout à l'heure, mais cette question des allers-retours avec l'équipe pédopsie est vraiment indispensable pour cette transition. Je pense que quand ça fonctionne bien, c'est quand il y a une possibilité d'aller-retour, plutôt que d'éviter la transition brutale. Et donc, un des objectifs aussi qu'on essaye de faire dans nos prises en charge, ou qu'on voudrait évidemment améliorer aussi, c'est de penser la transition suffisamment tôt, évidemment, du côté des équipes pédopsie, parce qu'on a accueilli des patients, parfois à 18, 19 ans, qui disaient, ben voilà, maintenant, je ne peux plus aller dans tel service de pédopsychiatrie parce que je suis du côté adulte. Et donc là, on doit rattraper, disons, quelque chose où il y a un blanc ou un manque qui était assez problématique. Il faut le faire suffisamment tôt, mais il faut aussi parfois que l'équipe pédopsie arrive à lâcher, on avait évoqué ça je pense l'année dernière, cette difficulté parfois pour les équipes pédopsie plus encadrantes, plus maternantes peut-être, de pouvoir faire confiance à une équipe adulte. Et de notre côté, comme équipe adulte, on doit aussi avoir conscience qu'il faut assurer le relais aussi, et puis savoir que c'est quand même encore des très jeunes et qui doivent se confronter à un milieu plus adulte. J'ai mis cette diapositive ici aussi pour parler de la transition pour les parents, parce qu'on vient de le dire, tant que les jeunes sont dans des services de pédopsychiatrie, mais c'est une nécessité, évidemment, une obligation de rencontrer les parents. Et on a cette fameuse question du secret professionnel à la majorité. Comme disait monsieur tout à l'heure, voilà, votre fils a 18 ans, donc on ne peut rien vous dire. On trouve que c'est une grave erreur, mais on doit quand même en tenir compte aussi de cette réalité et respecter aussi chez les jeunes cette question de dire non, je ne veux plus peut-être tout dire à mes parents. Donc c'est vraiment cette question du secret, quelque chose de très très délicat. On s'interroge très régulièrement dans l'équipe de comment devoir gérer cette question-là. Donc on fait évidemment des entretiens, principalement dans notre unité avec les parents, mais comme médecin aussi, on les reçoit parce qu'on trouve que c'est indispensable. On parlait ce matin de ces parents sur Investi, parents hélicoptères. Je regardais en même temps sur Internet, on parle de parents corbeaux pour les parents qui sont complètement démissionnaires. Mais donc, on a toute la gamme, évidemment, de comment être parent de jeunes adultes dans ce type de prise en charge. Cette question qui se cristallise au moment des sorties contre avis médical, ça arrive évidemment souvent, mais quand on se retrouve avec un jeune qui a 18-19 ans, même s'il est complètement encore dépendant psychiquement, affectivement, financièrement des parents, que faut-il faire s'il décide de sortir contre avis médical? Est-ce qu'il faut prévenir le parent? C'est le parent qui paye l'hospitalisation? Est-ce qu'il doit être tenu au courant ou pas? C'est toute une question qui n'est vraiment pas évidente et je peux vous dire qu'on y réfléchit régulièrement. Vous faire part dans cette question de transition pour les parents, rapidement un peu de l'expérience qu'on a eue. On avait commencé ce groupe parents avec Aude vraiment juste quelques mois avant le début du Covid, donc malheureusement ce groupe s'est arrêté, mais on compte bien le reprendre d'une manière ou d'une autre.
On demandait d'abord aux parents qu'on recevait en consultation en disant est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un groupe mais avec les jeunes aussi, puisqu'il y a la question du secret, est-ce qu'on va pouvoir... Et beaucoup de parents nous disaient non, on aimerait bien un groupe que entre parents. Et donc on s'est lancé, on a reçu quelques parents et c'est quelque chose d'abord de très 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 intéressant. Il y a une vraie demande. Il faudrait que ce soit quelque chose qui puisse être institutionnalisé, qui devrait pouvoir fonctionner, je pense, dans le réseau, avec justement pouvoir intervenir sur différents sites. Là, on l'a fait que par rapport à notre unité, mais on accueillait quelques parents d'ados, jeunes adultes aussi, avec cette idée. Je pense qu'il y a à la fois une question psychoéducative, d'expliquer ce que c'est aussi la psychiatrie, la psychopathologie à des parents, et puis savoir aussi l'échange entre parents. Mais qu'est-ce que c'est d'avoir un jeune qui est son enfant qui est hospitalisé en psychiatrie? Et alors on était très très surpris par les témoignages de ces parents qui disaient oui, nous on est passé par là, nous ça fait 4 ans qu'on y est, nous ça fait 5 ans, moi mon fils ne veut pas être hospitalisé, comment est-ce que je fais? Et donc l'échange entre parents est quelque chose de vraiment vraiment très très intéressant, permet de déstigmatiser et de soutenir aussi les parents dans cette, comme monsieur le disait bien, dans ce drame existentiel que parfois on a tendance à oublier, comme on le voit tous les jours. C'est ce que je disais. Donc, moi, je serais vraiment pour des réunions pour ces parents, mais dans tout le réseau, hein, donc pas uniquement pour Fonroy, évidemment. Et donc, on serait très ouvert pour des collaborations croisées. Appel aux amateurs et au financement. Voilà. Un petit mot sur les écueils et les difficultés qu'on peut rencontrer. Il y en a bien sûr sûrement d'autres, et on pourra peut-être en témoigner. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la différence en un encadrement de l'ICA, donc pédopsychiatrique, par rapport à des LIA. C'est des styles et des compétences différentes. Et ça, évidemment, les patients, on ne les avertit pas quand ils passent d'un service à l'autre. Donc, parfois, le choc est compliqué pour eux. La question, on en parlait tout à l'heure, du tutoiement et du vouvoiement. Nous, on a pris l'option de vouvoyer tous les patients à partir de 18 ans, mais parfois, c'est aussi compliqué pour eux de passer à ce changement de distance, disons, entre les soignants et le patient. Comme je soulignais tout à l'heure, il y a l'équipe pédopsie qui doit clôturer à un moment son travail, accepter de passer la main. Et nous, comme équipe adulte aussi, je pense qu'on doit être attentif avec cette envie ou ce souhait qu'on a de vouloir trop miser sur l'autonomie aussi des patients. C'est aussi un travail d'équilibriste de savoir jusqu'où tel jeune est déjà ou pas encore autonome par rapport à ses symptômes, disons à son parcours de vie. La suite, alors pour nous, c'est la transition jeune adulte vers adulte. À partir de quand on peut dire qu'on en a fini avec un jeune adulte? À 25 ans, 26 ans, 27 ans, 30 ans, 33 ans Voilà, pas plus tard que jeudi. C'était hier, il y avait un groupe de discussion entre patients où cette question-là se posait, et un des jeunes a dit très très justement, mais en fait on est adulte que quand on le ressent soi-même, donc il n'y a pas d'âge. Et c'est une vraie question, je dirais, pour nous aussi, de savoir, parce que ces patients évidemment vieillissent, hein, je vous dis, il y a des hospitalisations récurrentes. Dans les cas les plus sévères, ils reviennent pendant plusieurs années. Et donc, on va devoir, nous aussi, penser à cette transition du jeune adulte vers l'adulte. Je ne sais pas s'il y aura un jour une chaire de la transition pour chaque âge. Mais bref, c'est aussi quelque chose qu'on sent qu'on va devoir penser pour passer la main, nous aussi, dans certaines situations. Voilà, dernière diapositive où j'avais cette métaphore de la course relais, en fait, comme peut-être cette histoire de la transition. Vous voyez, comme vous l'avez vu aux Jeux Olympiques, il y a cette zone de transmission du relais qui est vraiment une zone très, très définie sur le parcours des coureurs. Le receveur, il va devoir démarrer déjà avant. Celui d'avant, le donneur, il va devoir ralentir. Il y a toutes ces techniques vraiment de la transition ou de la transmission qui doit se faire
Je vous laisse avec cette image pour écouter les témoignages de Aude des quelques parcours que nous avons rencontrés. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça va comme ça? Oui. Ça me paraît à peu près. Voilà, donc on s'est proposé en fait de présenter 3 trajectoires, mais vraiment on ne va pas déployer les cas cliniques, ce sont des vignettes vraiment, mais c'est surtout l'idée de trajectoire et de voir à quel moment nous on pourrait prendre un relais ou en tout cas être en partenariat avec les différents intervenants, que ce soit les services de pédopsychiatrie ou le réseau de manière plus élargie, ambulatoire, associatif, et donc notre service de jeunes adultes. Donc je vais proposer 3 trajectoires. Mademoiselle A 19 ans. Elle a un parcours de vie très difficile depuis sa petite enfance. Elle est la fille unique d'un couple parental. Son père ne la reconnaît pas à la naissance et le couple se sépare quand elle a 3 ans et surtout l'instrumentalise dans leur conflit de séparation et de couple. Elle connaît de nombreuses ruptures de contact avec chacun de ses parents et subira plusieurs abus sexuels. À l'occasion de ses 18 ans, son père l'abandonne devant un foyer pour sans-abri. C'est à ce moment-là qu'elle renouera avec sa mère, qui va l'héberger, mais qui restera très inquiète et sera en difficulté, voire dépassée par les manifestations de souffrance de sa fille. Mademoiselle a connu de nombreux séjours en pédopsychiatrie, depuis plusieurs mises en observation aussi, et elle est passée d'institution en institution depuis toute son enfance. Elle a bénéficié évidemment de l'accompagnement du SAJ, du SPJ, de nombreuses équipes mobiles, de centres de jour, a fréquenté l'enseignement spécialisé et n'a pas obtenu son CEB. À l'image du système familial chaotique et des ruptures répétées au sein de celui-ci, Mademoiselle a un trajet de soins qui est fait de rupture et d'exclusion. Elle s'adressera au domaine pour la prise en charge de ses comportements de mise en danger, ses angoisses d'abandon et ses traumas multiples, alors qu'elle est de retour au domicile maternel et n'est plus du tout en contact avec son père. Étant donné l'ampleur de son trouble de l'attachement et sa personnalité borderline, le domaine propose des hospitalisations par tranche de 15 jours, ponctuées au retour du domicile maternel, afin de limiter des passages à l'acte qui sont plutôt prévisibles. Cette modalité de prise en charge fonctionne bien, mais Mademoiselle reste instable, se montre toujours exubérante, immature, a du mal à respecter le cadre au sein des hospitalisations et du service. Et comme souvent avec ce type de patient, elle rejoue avec l'équipe des scénarios isomorphiques en lien avec ses traumas passés. Ce qui, on le sait bien, et même une fois repéré, met à mal les équipes et nécessite souvent d'ouvrir sur une nouvelle extériorité. Par ailleurs, et en concomitance, je vais dire, sa mère a de plus en plus de mal à trouver un équilibre entre l'attention que demande sa fille et l'exclusivité que paraît lui demander son nouveau compagnon. Dès lors, le domaine se propose d'accompagner Mademoiselle dans un projet d'autonomisation plutôt que d'envisager le retour au domicile familial maternel, qui risque d'ailleurs de ne pas pouvoir perdurer. Il pense alors entamer une candidature dans une habitation protégée, mais cette nouvelle piste s'inscrit trop tôt, semble-t-il, dans le processus de soins. Alors, en collaboration avec l'équipe du domaine et afin de soutenir ce projet d'autonomisation, nous accueillons Mademoiselle en alternance avec eux et avec la maman. De façon étonnante, et par rapport au tableau décrit, nous rencontrons une jeune fille plutôt effacée. Oui, je continue. Calme, qui reste essentiellement au lit pendant les hospitalisations. Elle est très peu mobilisable et semble être arrêtée dans un temps suspendu. Dernièrement, Mademoiselle a fugué, s'est retrouvée hospitalisée à l'étranger. Elle a spontanément demandé un transfert dans notre service. Hier, elle a participé au fameux groupe à thème que nous proposons dans le service. En fait, les thématiques qui sont choisies, ce n'est pas nous qui les imposons aux jeunes. Le lundi, nous avons une réunion communautaire où tous les jeunes sont invités à participer et on décide de la thématique qui les préoccupe ou dont ils auraient envie de débattre en groupe plus restreint. Et la
la thématique qui a été proposée et choisie par les jeunes ce lundi-ci, c'était la question du devenir adulte et des représentations que ça pouvait avoir chez les jeunes d'aujourd'hui. Alors, elle nous a partagé le fait qu'elle allait avoir 20 ans aujourd'hui, que ça lui faisait peur, qu'à la fois elle était très excitée par l'idée de liberté que ça pouvait représenter, ou en tout cas qu'elle imagine, mais surtout aussi écrasée par le poids des responsabilités que ça représente. Elle disait ne pas se sentir préparée à ce passage, mais elle semblait très à l'écoute des autres jeunes et très prête à saisir les questions qui restaient ouvertes. Alors bon, on peut peut-être déjà mettre quelques petits points de suspension, mais se dire aussi, est-ce que mademoiselle serait prête à aborder ce passage et à quitter doucement le monde de la pédopsychiatrie ? En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se dessine plutôt vers un parcours jeune adulte. Voilà, ça c'était une trajectoire. Une deuxième trajectoire, c'est mademoiselle B. Mademoiselle B, elle a 19 ans. Elle a également une histoire jalonnée d'événements traumatiques depuis sa petite enfance. Son père s'est suicidé par pendaison lorsqu'elle avait 2 ans et demi et elle n'a plus jamais eu de contact avec sa famille paternelle depuis. Elle a été abusée par son frère aîné lorsqu'elle avait 6-7 ans, frère qui avait lui-même été abusé par son père. C'est à cette époque qu'elle développera des hallucinations, prenant progressivement de plus en plus d'ampleur. Il y a également des notions de harcèlement scolaire dans son parcours et une nouvelle agression sexuelle à l'âge de 15 ans. Mademoiselle est suivie au Chêne-Noé depuis l'âge de 15 ans. Elle a d'abord fréquenté le service de pédopsychiatrie dans le cadre des troubles du comportement automutilatoire, de décrochage scolaire et d'une relation décrite comme fusionnelle avec la mère et des hallucinations visuelles et auditives. Elle a aussi fréquenté le centre de jour pour adolescents. Et puis, mademoiselle a 18 ans. Mademoiselle est adulte. Mademoiselle est orientée vers un service de psychiatrie adulte suite à des comportements auto-agressifs, des menaces de passage à l'acte agressif sur ses demi-frères et sœurs. Et il faut dire qu'entre les hospitalisations, mademoiselle vit chez sa mère et son beau-père avec qui les relations sont compliquées. Par ailleurs, elle fréquente aussi un centre de jour pour adultes. Depuis sa dernière hospitalisation, la mère de mademoiselle a demandé que celle-ci prenne de son indépendance. Mademoiselle s'approprie cette demande en disant que c'est également son souhait, mais on imagine plutôt que c'est un souci de loyauté vis-à-vis de la mère plutôt qu'un élan réellement personnel. Cette perspective, en fait, l'insécurise profondément. Pourtant, depuis, le travail se fait dans cette voie en proposant à mademoiselle aussi une orientation en habitation protégée. Cette dernière est particulièrement angoissée à l'idée d'avoir des moments où elle se retrouve seule et elle n'est pas encadrée, car elle craint de ne pas pouvoir gérer ses impulsions. C'est dans ce contexte-là, et à la demande de son psychiatre, que nous accueillons mademoiselle dans notre service jeune adulte, avec l'idée d'une distanciation géographique d'avec la mère qui pourrait être bénéfique pour la patiente et qu'un regard extérieur apporterait de nouvelles potentielles pistes thérapeutiques. Ici encore, le Chêne-Noé, même s'il s'agit cette fois d'un service de psychiatrie adulte, reste partenaire pour poursuivre le projet initial d'IHP ou tout autre projet qui se dégagerait du séjour chez nous. Troisième trajectoire, mademoiselle C. Elle a 18 ans. Elle n'a pas le même parcours traumatique depuis l'enfance. Mademoiselle entame son trajet de soins en santé mentale fin 2019. En demandant un accompagnement psychologique à Consultado sur le site d'Area. Mademoiselle s'exprime peu, est introvertie. Elle semble en questionnement, notamment identitaire, en lien probablement avec son cycle de vie, à savoir la fin de sa réto et la perspective de l'année qui suit. Après 2 mois de prise en charge ambulatoire, sa psychologue s'inquiète sur son état dépressif de plus en plus prégnant, avec des ruminations, des scarifications et des idéations suicidaires scénarisées. C'est dans ce contexte qu'elle sera hospitalisée en lit de crise pour une durée d'1 semaine, renouvelable 1 fois. Elle sera ensuite réhospitalisée 2 mois plus tard, toujours à Area, mais cette fois pour 1 mois, renouvelable 2 fois. Lors de cette hospitalisation, elle dit aller moins bien. Elle se dit aller moins bien depuis l'annonce du cancer de son père il y a 4 ans.
Elle présente par ailleurs la même symptomatologie que précédemment. Cependant, durant son hospitalisation, mademoiselle a multiplié les passages à l'acte auto-agressifs de type scarification et son état s'est particulièrement dégradé suite au décès d'une autre patiente dans le même service. À partir de ce moment-là, elle persiste vraiment dans ses idéations suicidaires. Elle refuse même de s'alimenter, de s'hydrater et doit régulièrement être contentionnée et mise en chambre de sécurité afin de ne pas se mettre en danger. L'équipe arrive un petit peu à bout aussi de cette prise en charge-là et ne trouve pas d'autre piste à ce moment-là que de demander une mise en observation. Mise en observation qui se passera dans un autre service d'AREA. On l'a vu tout à l'heure que AREA reçoit les mises en obs des jeunes filles sur Bruxelles. Elle retournera dans le précédent service à la levée de la méo. Néanmoins, les passages à l'acte continuent à se succéder. De nouvelles tentatives de suicide par strangulation, par prise de médicaments, et elle fera plusieurs passages aux urgences. Son dernier passage à l'acte aura lieu le mois de ses 18 ans. Puis, elle a nourri l'espoir de pouvoir réintégrer le milieu familial et n'est plus passée à l'acte. AREA, inquiet, restant assez préoccupé et persuadé que cette jeune fille va vraiment mal et où il reste un danger de mort quand même qui est imminent, entend la demande de la jeune, entend la demande de la famille, mais propose un transfert dans notre unité jeune adulte pour préparer le retour au domicile après 7 mois et demi sans aucun retour en famille. Mademoiselle n'est restée que 7 jours hospitalisée chez nous. Nous avons très vite rencontré la famille, père, mère et sœur, et constaté que tous s'accordaient sur le retour au domicile familial, tout en restant vraiment encore bouleversés et très en question par rapport au mois écoulé. Nous nous mettons d'accord pour une fin d'hospitalisation en fixant un nouvel entretien la semaine suivante pour évaluer le retour en famille qui, moyennant toute une organisation, finalement se passe assez bien. Mademoiselle a repris son suivi individuel avec sa thérapeute à Consultado. Et la famille a souhaité poursuivre le travail familial initié avec la thérapeute d'AREA. Elle a continué également sa prise en charge chez la psychiatre rencontrée à AREA. À partir de ce moment-là, elle a décidé de s'inscrire dans le projet citoyen Solidarité, que vous connaissez sans doute, qu'elle a mené à terme jusqu'à la fin de l'année. Au mois de juin, j'avais recontacté, en prévision de la journée d'aujourd'hui, j'avais recontacté tous ces thérapeutes qui s'accordaient tous pour dire qu'elle allait bien. Elle allait partir en vacances seule avec une amie. Elle avait un projet de s'inscrire en ébénisterie à la rentrée, ce qu'elle avait commencé elle avait commencé cet intérêt-là à partir de l'expérience Solidarité. En fait. Et puis arrive la fin de l'été. Mademoiselle a une recrudescence des idéations suicidaires. Elle se dit en prise avec des flashs en lien avec la mort et demande une mise à l'abri dans notre service, jusqu'à ce qu'elle puisse faire sa rentrée dans sa nouvelle école d'infirmière. Voilà. Alors, ce que nous apprend ces vignettes cliniques, qui rejoignent assez bien notre lecture clinique, je dois dire, c'est que la transition ado-adulte est une période à part entière qui nécessite un accompagnement spécifique. Le contexte sociétal d'aujourd'hui, qui retarde l'entrée dans la vie dite adulte, en fait une phase de vie qui est tout à fait singulière à prendre en considération pour tous les jeunes et certainement pour ces jeunes adultes fragilisés que nous rencontrons dans nos services de santé mentale et institutions de soins. Ces trajectoires de soins doivent, selon nous, non pas se faire dans la rupture, souvent à l'image du vécu de ces jeunes, mais bien dans une transition où nous sommes, nous soignants, partenaires et créatifs, dans cette course relais vers la vie. Voilà, c'était les trajectoires. Ce sont juste des trajectoires, il n'y a pas d'hypothèse ou plus d'élaboration, mais c'était l'idée en tout cas de susciter le débat ou en tout cas les questions et les réactions par rapport au type de trajectoire auquel nous sommes confrontés. Voilà, merci pour votre attention.